Je m'appelle Jacob Turner, j'ai 39 ans, et je suis contremaître dans une aciérie à la périphérie de la ville. Mon travail quotidien consiste généralement à faire face à des fours brûlants et au choc assourdissant du métal. Mais aujourd'hui, tout était étrangement silencieux. Mon père, William Turner, était décédé subitement d'une attaque cérébrale. Il avait 68 ans, mais il était encore robuste, m'appelant encore tous les soirs pour me demander comment s'était passée ma journée de travail. Maintenant, il reposait là, dans le cercueil en chêne poli, le visage paisible comme s'il dormait profondément. Je n'étais préparé à rien de tout cela. Le vide dans mon cœur était si vaste qu'il ressemblait à un trou noir avalant tout, des souvenirs d'enfance aux derniers conseils qu'il m'avait donnés. Je me tenais silencieusement à côté du cercueil, les mains serrées pour les empêcher de trembler. Le chagrin montait, mais je devais rester calme. Ma mère, Eleanor Turner, avait besoin de moi comme soutien. Elle était assise au premier rang, sa frêle silhouette tremblant sous la robe noire, les yeux rouges et fixés sur le cercueil. Chaque fois qu'elle levait la main pour essuyer ses larmes, ce geste me tordait le cœur. Je devais me ressaisir, ravaler la douleur et tout gérer personnellement. De l'organisation des fleurs funéraires au choix des hymnes en passant par l'accueil des invités, tout reposait sur moi. Papa serait fier de moi, me disais-je silencieusement, en essayant de ne pas laisser ma voix se briser en saluant tout le monde. L'église était bondée. Des parents venus de loin, des voisins familiers du vieux quartier et les collègues de papa, des hommes qui avaient travaillé à ses côtés pendant 3 décennies à l'atelier d'usinage. Ils s'approchaient un par un, me serrant la main et murmurant des condoléances. William était un homme bon. Il a toujours aidé tout le monde, a dit un vieux voisin, la voix étranglée. L'atmosphère était lourde, comme un brouillard sombre. L'orgue jouait lugubrement, se mêlant aux sanglots étouffés de quelque part dans la pièce. La forte odeur de lys blanc me donnait le vertige, mais je suis resté ferme, forçant un sourire pour chaque personne. Au milieu de la foule, j'ai regardé autour de moi, attendant. La famille de ma femme. Les parents d'Olivia, Harold et Joyce Simmons. Où étaient-ils? Nous les avions prévenus 2 jours plus tôt, et Pittsburgh n'était qu'à quelques heures de route derrière. J'imaginais qu'ils arriveraient, me serreraient dans leurs bras et partageraient le chagrin. Mais le temps passait. L'horloge du mur de l'église battait sans relâche, et toujours aucun signe d'eux. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Un sentiment de malaise s'est insinué. Quelque chose n'allait pas, ou étais-je simplement paranoïaque dans mon deuil? J'ai jeté un coup d'œil à Olivia, ma femme. Elle était assise à côté de ma mère, la tête baissée mais pas à cause des pleurs. Ses doigts volaient sur l'écran de son téléphone, ses pouces faisant défiler de haut en bas comme si elle lisait quelque chose d'urgent. Son visage semblait détaché de l'atmosphère des funérailles, comme si elle était dans un autre monde. Je me suis penché et j'ai chuchoté, « Qu'est-ce que tu fais? Des nouvelles de tes parents ?» Olivia a sursauté et a levé les yeux, ses yeux brillants de tristesse feinte. « Rien, chérie. Mes parents sont en voyage d'affaires pour régler des affaires de l'entreprise. Ils n'ont pas pu arriver à temps. C'est trop précipité en ce moment. » Sa voix était douce, mais j'ai détecté la hâte qu'elle contenait. Elle a posé une main sur mon épaule, la serrant légèrement. « Je suis si triste, chérie. Papa qui part si soudainement. Tu dois rester fort. D'accord ?» Ces mots réconfortants ont temporairement repoussé le malaise qui venait de naître. Peut-être qu'elle avait raison. L'entreprise immobilière de ses parents aériens les tenait occupés. Dans cette situation, je ne devrais pas douter ou blâmer qui que ce soit davantage. Je me suis dit qu'ils avaient une raison valable. Ne pas trop réfléchir. Mais au fond de moi, une graine de doute avait été plantée. Petite mais persistante. Tout au long du service, je me suis affairé comme une machine, accueillant les invités, organisant les places, courant même à l'extérieur pour accueillir un parent en retard. La sueur a trempé le dos de ma chemise, mais je n'ai pas arrêté. Et Olivia? Elle est restée silencieuse à un seul endroit, jetant de temps en temps un coup d'œil à son téléphone comme si elle attendait quelque chose. Chaque fois que le téléphone vibrait doucement, elle baissait la tête, les doigts dansant sur l'écran. J'ai essayé de ne pas remarquer, mais mon cœur battait la chamade. À qui envoyait-elle des textos? Pourquoi maintenant? C'étaient les funérailles de mon père, pourtant elle ne semblait pas totalement présente. Le service de prière a commencé. Le prêtre a lu les Écritures, sa voix profonde résonnant. Je me suis agenouillé, l'esprit chaotique.
Des souvenirs de papa ont afflué, les après-midi où il m'apprenait à réparer mon vélo. Les fois où il riait de bon cœur à mes terribles blagues. Maintenant, il était là, froid. Des larmes ont coulé sur mon visage, mais je les ai essuyées rapidement et j'ai regardé maman. Elle sanglotait, la main serrant sa poitrine. Je me suis levé, je l'ai serré dans mes bras et j'ai chuchoté, « Je suis là, maman. On va s'en sortir. » Elle a hoché la tête faiblement, mais ce geste tremblant m'a fait plus de mal que jamais. Finalement, le service s'est terminé. J'ai regardé les dernières personnes partir, laissant l'église vide. L'espace est devenu plus froid que jamais. Le vent sifflait à travers les fenêtres comme des murmures fantomatiques. Le sentiment de perte pesait sur ma poitrine comme une énorme pierre. Je me tenais silencieusement devant la tombe de papa. Le vent froid fouettait, rendant le vide encore plus saisissant. La solitude s'infiltrait dans chaque respiration, lourde et indéniable. Pourtant, à ce moment-là, je me suis quand même rassuré en me disant que je n'étais pas complètement seul. Je croyais qu'à côté de moi se trouvait ma femme, la famille en qui j'avais toujours eu une confiance totale, que même si papa était parti, il y aurait ceux qui resteraient, prêts à traverser cette perte avec moi. Une semaine après les funérailles, la vie semblait reprendre sa routine. Mais pour moi, tout restait flou, comme enveloppé de brouillard. Je suis retourné au travail à l'aciérie où le bruit assourdissant des machines m'a aidé à oublier temporairement la douleur. Mais chaque soir en rentrant, ce vide revenait. Pittsburgh à la fin de l'automne, avec des feuilles dorées couvrant les rues, et je conduisais souvent sans but avant de rentrer, essayant de retarder le moment de faire face à la maison silencieuse. Olivia était toujours à mes côtés, cuisinant des repas simples et me tenant chaque nuit. Mais quelque chose semblait différent. Elle souriait plus, me demandait plus souvent comment s'était passée ma journée, mais ses yeux évitaient souvent les miens lorsque je mentionnais ses parents. Puis, un matin, alors que je préparais du café dans la cuisine, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu, mais avec l'indicatif régional familier du centre-ville. J'ai répondu, et une voix chaude et professionnelle à l'autre bout du fil a dit, « Est-ce que je parle à Monsieur Jacob Turner ?» C'est l'avocat Martin Haye, représentant de Monsieur William Turner. Je vous appelle pour vous informer de la lecture du testament. Nous l'avons programmé à notre bureau du centre-ville de Pittsburgh ce mercredi matin à 10 h. Mon cœur a fait un bond. Papa avait laissé un testament. Il n'en avait jamais parlé. Il disait toujours que tout irait bien, de ne pas s'inquiéter. J'ai demandé plus de détails, et Monsieur Haye a expliqué brièvement. Seul ce nommé était invité, mais je pouvais amener un membre de ma famille si je le souhaitais. L'appel s'est terminé, me laissant là avec une tasse de café froid à la main. J'ai immédiatement prévenu Olivia lorsqu'elle est entrée dans la cuisine, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil. « Chérie, l'avocat de papa a appelé. Ils lisent le testament cette semaine. » Elle a fait une pause, les yeux écarquillés, puis a souri faiblement. « Oh, vraiment ? J'irai avec toi, d'accord ? Je veux être là pour toi pendant ce moment sensible. » J'étais un peu surpris. Après tout, le testament n'avait rien à voir avec elle. Mais ensuite, j'ai hoché la tête. Pourquoi trop réfléchir ? Olivia était ma femme, ma personne la plus proche. Nous étions ensemble depuis 8 ans, partageant chaque joie et chaque chagrin. Il n'y avait aucune raison de garder ces distances. Viens avec moi. Merci. Je l'ai serré dans mes bras, une chaleur s'infiltrant, dissipant une partie de la solitude. Le jour de la lecture est arrivé avec une bruine et un ciel gris de Pittsburgh correspondant à mon humeur. J'ai conduit Olivia au bureau de l'avocat en centre-ville, un immeuble moderne en verre au milieu de la foule pressée. Ma mère attendait déjà dans le hall, l'air fatigué mais essayant de rester calme. Elle m'a serré fort dans ses bras en chuchotant « On va s'en sortir, mon fils ». Olivia l'a salué poliment, mais j'ai remarqué que son sourire était légèrement forcé. Nous sommes entrés dans la salle de conférence, formelle avec une longue table en bois et des dossiers empilés. L'avocat nous a accueillis et a vérifié la liste des participants. Il a jeté un coup d'œil à Olivia. Madame Turner n'est pas nommée dans le testament, mais si Monsieur Jacob consent à ce que sa femme participe en tant qu'accompagnatrice, nous n'avons aucune objection. J'ai immédiatement hoché la tête. Oui, je consens à ce que ma femme participe. Monsieur Haye a souri et a commencé. Le testament de William Turner a été lu clairement et en détail, sa voix stable comme s'il lisait un contrat. D'abord, ma mère, Eleanor,
a hérité de la maison familiale ainsi que d'assez d'argent pour une retraite confortable sans souci. Environ 500 000 $ plus le fonds de pension. Maman a essuyé ses larmes et a hoché la tête en signe de gratitude. Puis ma part. Mon cœur battait la chamade lorsque monsieur Ayalu, Jacob hérite du reste de la succession, bien plus important que prévu. Plus de 2 millions de $ en espèces, des actions de l'ancienne société de papa valant des millions, et plusieurs investissements non divulgués accumulés au fil des ans. 2 appartements au centre-ville de Pittsburgh, un terrain à la périphérie, et même un petit complexe commercial aérien. Les chiffres et la liste des actifs m'ont laissé stupéfait, non pas de joie ou d'excitation, mais d'un sentiment indescriptible montant en moi. Je n'avais jamais su que papa avait tranquillement construit tant de choses, travaillant en silence, économisant et planifiant pour mon avenir sans jamais s'en vanter ni le mentionner. Pourtant, à ce moment-là, au lieu de penser à la valeur de l'argent, je n'ai ressenti qu'une profonde tristesse. Réalisant que je venais de perdre l'homme qui m'avait aimé et protégé de la manière la plus silencieuse tout au long de ma vie. J'ai regardé maman. Elle a souri faiblement et j'ai pensé, c'est comme ça que papa prend soin de nous-mêmes quand il n'est plus là. L'avocat y a continué à expliquer les termes et les prochaines étapes, les transferts, les impôts, les formalités administratives. Sa voix bourdonnait, mais j'ai essayé de me concentrer, griffonnant quelques notes. Par inadvertance, j'ai jeté un coup d'œil à Olivia. Elle regardait vers le bas, les doigts tapant rapidement sur son téléphone. Son visage montrait une concentration inhabituelle, les lèvres serrées, les yeux brillants d'une étrange excitation. Dans cette salle de conférence solennelle, mon cœur a fait un bond. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je chuchoté, en essayant de ne pas me faire entendre par maman ou l'avocat. Olivia a sursauté et a rapidement éteint l'écran. « Juste quelques affaires de travail inachevées, chérie. »« Désolé. » Son ton était léger et familier, alors je n'ai pas douté davantage. C'était peut-être vrai. Elle travaillait dans l'entreprise immobilière de ses parents et était toujours occupée. J'ai hoché la tête et je me suis retourné vers l'avocat. Mais ce moment a laissé un étrange arrière-goût. Pourquoi envoyait-elle des textos en ce moment? Et ce sourire fugace. Heureux. Nous avons quitté le bureau après 1 heure. Il pleuvait toujours. Maman est rentrée la première. J'ai ramené Olivia. Dans la voiture, j'ai remarqué qu'elle était nettement plus joyeuse que ces derniers jours. Elle chantait avec la radio, plaisantant, « Tu vois, papa a laissé tellement de choses. Tu iras bien. » Un enthousiasme sans nom alors que je restais immergé dans le vide après une si grande perte. « Tu es content que j'ai hérité ?» ai-je demandé en plaisantant à moitié. Elle m'a serré la main. « Bien sûr, tu le mérites. » J'ai forcé un sourire, mais un malaise a rempli mon cœur. Sur le chemin du retour du bureau de l'avocat, la pluie tombait toujours régulièrement sur le pare-brise. Pittsburgh était flou derrière un voile d'eau. Olivia continuait à chanter avec de la musique pop légère, sa voix résonnant dans la voiture comme si aujourd'hui n'était qu'une journée heureuse ordinaire. Et moi? J'avais toujours l'impression de flotter dans les limbes. Le testament de papa n'était pas un cadeau, mais un fardeau. Un rappel qu'il était parti et que tout ce qu'il laissait derrière lui n'était que des chiffres froids. « Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent ?» a demandé Olivia, les yeux pétillants. J'ai haussé les épaules. Je n'y ai pas encore pensé. Peut-être l'économiser pour l'avenir. Elle a hoché la tête, mais j'ai remarqué que son sourire restait plus longtemps que d'habitude, comme si elle calculait quelque chose. 3 jours après la lecture du testament, je suis resté plongé dans l'épuisement et le vide. Le travail à l'aciérie semblait plus lourd que jamais. Le bruit des marteaux sur le métal résonnait comme des coups dans ma tête, me rappelant les après-midi où papa m'emmenait à l'atelier et m'apprenait à tenir une clé. Chaque soir en rentrant, je m'asseyais seul dans le salon, fixant la fenêtre sombre, essayant de trier mes émotions. Maman appelait tous les jours, sa voix frêle. « Est-ce que ça va, mon fils ? Ne te surmène pas. Ça nuira à ta santé. » Je la rassurais, mais c'est moi qui avais besoin de réconfort. Olivia était toujours là, mais sa gaieté me semblait étrange. Elle faisait plus de shopping, des sacs de créateurs s'empilant dans le coin, et quand je lui demandais, elle riait. « Je me fais juste plaisir, chérie. La vie doit être agréable. » Puis, cet après-midi-là, alors que j'étais assis sur le canapé, perdu dans mes pensées, avec une tasse de café froid, la sonnette a retenti. J'ai été surpris. Qui pouvait venir à cette heure? Pittsburgh était sous une pluie battante,
l'eau martelant le toit et noyant la radio. Je suis allé à la porte et là se tenaient Harold et Joyce Simmons, les parents d'Olivia. Ils sont apparus si soudainement, sans prévenir, ne portant aucun signe de condoléance, pas de fleurs, pas de mots. Juste deux visages sévères sous un parapluie noir. Harold dans son costume gris argenté, Joyce dans un manteau de fourrure coûteux, attendait. « Jacob, nous devons parler », a dit immédiatement Harold, la voix basse et froide. J'ai été momentanément déconcerté, mon cœur battant plus vite. Il n'était jamais venu à l'improviste, et après les funérailles de papa, il n'avait même pas appelé pour présenter leurs condoléances. « Entrez, s'il vous plaît », ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable, en m'essuyant les mains sur mon pantalon avant de les conduire au salon. Ils se sont assis sur le canapé sans enlever leur manteau, comme si la visite serait brève. Olivia est sortie de la cuisine, les yeux s'illuminant. « Maman et papa, pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus ?» Elle les a serrés rapidement dans ses bras, puis s'est assise à côté de moi, posant une main sur ma cuisse comme pour me soutenir. Harold s'est raclé la gorge. « Nous devons te parler de quelque chose d'important. » Son ton était sérieux mais froid, comme si c'était une réunion d'affaires plutôt qu'une réunion de famille. J'ai hoché la tête, attendant, mais rempli d'anxiété. Était-ce lié au testament ou juste une visite tardive? Tout au long de la conversation, ils n'ont jamais mentionné la mort de William. Pas de condoléances, pas de réconfort, pas de questions sur ce que je ressentais après une si grande perte. Harold est allé droit au but. Voix égale comme s'il lisait un rapport. Notre entreprise est en difficulté, Jacob. Les dettes s'accumulent. Les investissements récents ont tous échoué. Le marché immobilier aérien s'effondre, et nous avons besoin de capital pour redresser la situation. Joyce a hoché la tête, les yeux vifs sur moi. La situation est urgente. Sans argent, nous pourrions tout perdre. Je suis resté assis là, essayant de digérer leurs paroles. Des dettes. Ils s'étaient toujours vantés de leur entreprise florissante et de leur voyage luxueux. Pourquoi si soudainement? Ils ont souligné qu'ils avaient besoin d'une grosse somme et n'ont pas tourné autour du pot avec le chiffre précis. 1,5 million de dollars. Nous avons besoin de 1,5 million pour payer les dettes et réinvestir, a dit Harold avec détermination, sans hésitation. La façon dont ils ont fait la demande ne ressemblait pas à une demande d'aide, mais à quelque chose qu'ils supposaient que je leur devais. Comme si je leur étais redevable, comme si le testament de papa était un cadeau de famille partagé. Mon cœur battait la chamade, mon esprit tourbillonnait. 1,5 million. C'était une énorme partie de ce que papa m'avait laissé. Mais comment le savait-il? Je n'avais partagé les détails avec personne, sauf Olivia et maman. Je me suis figé, rassemblant encore mes pensées lorsqu'Olivia est intervenue, la voix douce mais ferme. Jacob, je pense que nous devrions aider mes parents. C'est un devoir filial, une responsabilité familiale. La famille doit se soutenir dans les moments difficiles. Elle a serré ma main plus fort, les yeux suppliants. Comparé à l'héritage que tu viens de recevoir, ce montant n'est rien. Si cela peut sauver ma famille, c'est ce que tu devrais faire. Tu es mon mari après tout. Ces paroles m'ont transpercé le cœur comme un couteau. Devoir filial envers sa famille qui n'avait même pas assisté aux funérailles de papa. Je me sentais acculé entre le deuil de mon père et la pression de la famille de ma femme. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je balbutié. L'air du salon est soudainement devenu lourd comme une pierre pesant sur ma poitrine. Harold et Joyce n'ont montré aucun mécontentement. Harold a légèrement hoché la tête, la voix basse et délibérée. Nous comprenons, Jacob. Tu as besoin de temps. Puis il a fait une pause, les yeux devenant plus lourds. Mais souviens-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Les dettes sont dues bientôt. Nous espérons que tu décideras rapidement. Joyce m'a regardé, les coins de sa bouche se courbant en un sourire froid. Nous sommes sûrs que tu feras ce qu'il faut, a-t-elle dit d'un ton léger. Mais cela m'a fait sentir un poids invisible ajouté à mes épaules. Ils se sont levés pour partir, et à ce moment-là, j'ai surpris par inadvertance Harold jetant un coup d'œil à Olivia et lui hochant la tête. Un geste rapide, mais suffisant pour planter un vague malaise en moi. Comme si quelque chose avait été arrangé à l'avance, comme si Olivia faisait partie de ce plan. La porte s'est fermée, le bruit de leur moteur s'est estompé, me laissant assis là, l'esprit tourbillonnant. Je suis resté immobile sur le canapé, les mains agrippant fermement le verre d'eau,
essayant de digérer ce qui venait de se passer. 1,5 million de dollars. Le chiffre résonnait dans ma tête comme une sonnette d'alarme. Ils étaient venus soudainement, sans un mot de condoléance pour mon père, ne parlant que d'argent. Et ce signe de tête, ça ressemblait à un signal subtil, une confirmation entre eux et Olivia. J'ai jeté un coup d'œil à ma femme. Elle rangeait la vaisselle dans la cuisine, fredonnant doucement une mélodie joyeuse. « Chérie, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer ?» ai-je demandé, la voix légèrement tremblante. Olivia s'est retournée en souriant. « Ne t'inquiète pas, chérie. Mes parents traversent juste une période difficile. Réfléchis bien. » Elle m'a serré rapidement dans ses bras, mais cette étreinte m'a semblé étrangement distante. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, les souvenirs de papa affluents. Il m'avait toujours appris à aider les autres, mais m'avait aussi prévenu, ne laisse pas les gens profiter de ta gentillesse. Était-ce de l'abus? Dans les jours qui ont suivi cette réunion, tout a commencé à changer subtilement, comme de petites fissures se propageant sur du verre. J'ai progressivement remarqué un changement clair chez Olivia, pas dramatique ou soudain, mais persistant et impossible à ignorer. Auparavant, elle avait toujours été ouverte, partageant tout sur son travail après le dîner. Maintenant, elle devenait plus réservée, comme si elle cachait quelque chose. Tôt le matin, quand je me levais pour préparer le café, je la voyais sur le balcon, le téléphone collé à l'oreille, la voix inhabituellement basse. J'essaierai de le convaincre. Il n'a pas encore décidé. Quand je sortais, elle raccrochait immédiatement, comme par réflexe conditionné, puis rayonnait. « Bonjour, chérie. » Mon cœur a fait un bond, mais j'ai essayé de rester calme. « C'était qui ?» Olivia a haussé les épaules. « Juste le travail. »« Ne t'en fais pas. Je peux gérer. » Son ton léger mais ferme m'a empêché d'insister, mais le doute a commencé à me ronger. Cela s'est produit plus fréquemment. Olivia choisissait souvent des endroits isolés de la maison pour ses appels. La salle de bain, le garage, sortant même devant le portail. J'ai surpris des brides de sa voix. On doit se dépêcher. Le temps ne nous attendra pas, chaque fois que je m'approchais, elle terminait l'appel brusquement, le visage rouge. Désolé, chérie. Un client difficile. J'ai demandé plusieurs fois, mais les réponses étaient toujours les mêmes. Juste des affaires de l'entreprise. Concentre-toi sur ton propre travail. J'ai essayé de me convaincre que c'était le stress du travail. Mais pourquoi cela coïncidait-il avec la demande de ses parents tard dans la nuit, quand elle pensait que je dormais, j'ai entendu son téléphone vibrer doucement sous l'oreiller. J'ai fait semblant de bouger et elle l'a rapidement mis en sourdine. Le lendemain matin, j'ai secrètement vérifié l'historique des appels. Des dizaines d'appels d'Harold et Joyce en une seule semaine. Mon cœur s'est emballé. De quoi discutaient-ils? Elle a commencé à évoquer sporadiquement la demande de ses parents, sans faire pression directement, mais en suggérant subtilement au petit déjeuner. Je pense que mes parents attendent ta réponse. Le temps ne joue pas en leur faveur. En regardant la télévision le soir, ne penses-tu pas qu'aider la famille est la bonne chose à faire? C'est juste 1,5 million. J'ai esquivé. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Mais chaque commentaire était comme une goutte d'eau s'accumulant pour former un ruisseau. J'ai senti la pression monter comme quelqu'un qui resserre un nœud coulant autour de mon cou. Une fois, j'ai craqué, pas maintenant, d'accord? Papa vient de mourir. Je ne peux pas y penser pour l'instant. Olivia s'est tue, mais ses yeux brillaient de déception. Chaque fois que nous rendions visite à Harold et Joyce à Erie, en Pennsylvanie, ces week-ends que je considérais autrefois comme relaxants, le sujet était habilement ramené. Nous avons conduit 2 heures sur des autoroutes sinueuses, et à notre arrivée, ils nous ont accueillis avec des dîners somptueux. Mais sous le couvert de soins et d'inquiétude, tout revenait à la même question. Harold a commencé nonchalamment. Notre entreprise a toujours des difficultés, Jacob. Y as-tu réfléchi? Joyce a suivi en douceur, la voix douce mais indubitablement pressante. Nous ne voulons pas te mettre la pression, mais le prêt bancaire est bientôt dû. Olivia était assise à côté de moi, hochant légèrement la tête, me regardant avec attente. Jacob, je suis sûr que tu aideras mes parents. Je suis resté assis là, un goût amer montant dans ma gorge, forçant un sourire. Je suis toujours en train de réfléchir. Sur le chemin du retour, Olivia est restée silencieuse pendant un long moment avant de parler. N'as-tu pas pitié de mes parents?
Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui et c'est fini. La pression accumulée ressemblait à un ballon trop gonflé attendant la moindre piqûre pour éclater. Au milieu de la confusion, j'ai remarqué par inadvertance quelque chose de déroutant. Un soir, en faisant défiler les réseaux sociaux pour me détendre, j'ai vu une publication récente de Joyce. Une photo d'elle dans un complexe de luxe en Floride, tenant un cocktail, avec la légende « Agréable escapade de week-end ». Publiée quelques jours seulement après notre rencontre. Nouvelle voiture, nouveaux articles de créateurs. En faisant défiler davantage, j'ai vu Harold se vanter d'une nouvelle Mercedes, contredisant complètement leurs histoires de dettes croissantes et de faillite imminente. Il maintenait un style de vie somptueux, des dîners dans des restaurants chers, des voyages ininterrompus d'Hawaï à l'Europe. L'Instagram d'Olivia était plein de photos. J'ai vérifié 2 fois lors de visites en personne. Leur maison était toujours opulente, le réfrigérateur rempli de vin coûteux, le garage avec une nouvelle voiture de sport. Comment était-ce possible? Si les dettes étaient écrasantes, pourquoi pas de restrictions? Cette contradiction m'a laissé dans une confusion prolongée. Mon esprit était constamment tendu, comme si j'essayais de forcer des pièces de puzzle dépareillées à s'emboîter. Je me suis demandé si j'avais mal compris la situation ou si j'étais involontairement entraîné dans une histoire arrangée où chaque mot et chaque attitude avaient une intention. Plus j'y pensais, plus je me sentais mal à l'aise, comme si j'étais dans une pièce de théâtre avec une intrigue scénarisée et que j'étais le seul à ne pas être au courant. Pendant ce temps, Olivia a augmenté la pression émotionnelle. Elle a fréquemment mentionné l'énorme héritage que je détenais maintenant. Tu es riche maintenant. Si tu le veux, tous les problèmes de ma famille sont résolus. Ces allusions me coupaient comme un couteau, me faisant me sentir non pas comme un mari, mais comme un compte en banque. Lorsque je n'ai pas donné la réponse qu'elle voulait, Olivia a changé de tactique. Elle s'est mise à pleurer, les larmes venant lentement mais avec persistance. Un soir, après le dîner, elle s'est assise silencieusement sur le canapé, puis a éclaté en sanglots. « Ne m'aimes-tu pas ?» a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je suis sous une pression énorme. Mes parents sont sur le point de faire faillite. En tant que mon mari, tu dois aider. Je me sens si impuissante. Je ne suis qu'une fille. » Des larmes coulaient sur son visage, ses mains le couvrant, ses épaules secouées comme si elles se brisaient. Je suis allé vers elle, la tenant, me sentant affaibli. « J'y réfléchirai à nouveau », ai-je dit, presque une promesse plus qu'une réponse. Mais en la tenant, une pensée froide a émergé clairement. Pourquoi n'a-t-elle pas pleuré à la mort de mon père, mais seulement en parlant d'argent? Ces changements erratiques m'ont laissé dans un stress prolongé, portant le deuil de la perte de papa, chaque matin, me réveillant à ce vide, tout en faisant face à une pression psychologique croissante de la part de la femme même avec qui je partageais un lit. Le travail à l'usine est devenu plus difficile. J'oubliais des instructions. Des collègues demandaient « Ça va, Jacob ?» Je hochais simplement la tête avec un sourire forcé. Mais la nuit, je m'asseyais seul sur le porche, allumant une cigarette, une vieille habitude que je pensais avoir abandonnée depuis longtemps, et je laissais mes pensées dériver en silence. Je me demandais où ce mariage me menait vraiment. Pour la première fois, j'ai clairement senti qu'Olivia ne me voyait plus comme un mari, mais comme les biens que je possédais. Chaque étreinte, chaque baiser semblait entaché d'un calcul invisible, comme si j'étais progressivement devenu la solution à tous ces problèmes plutôt qu'une personne ayant besoin d'être entendue et comprise. Le lendemain matin, ce qui semblait être une journée de travail ordinaire a été interrompu lorsque mon téléphone a vibré sur mon bureau à l'aciérie. Le bruit des machines environnantes l'a partiellement noyé, mais j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, un numéro inconnu. J'ai hésité une seconde, puis j'ai répondu professionnellement. C'est Jacob Turner. De l'autre côté, une voix de jeune femme, tendue mais jeune. Jacob, c'est Rachel, la sœur d'Olivia. J'ai été momentanément stupéfait, manquant de faire tomber le téléphone. Rachel, la sœur cadette d'Olivia de 5 ans, la fille avec qui je n'avais échangé que quelques mots lors de visites chez ses parents. Elle était toujours silencieuse lors des dîners de famille, avec de grands yeux ronds et un sourire timide. Nous n'avions jamais parlé en privé, juste des salutations polies. « Rachel, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable, mais mon cœur battait déjà plus vite. Elle a soupiré. « Jacob, j'ai quelque chose de très important à te dire en personne. Ça ne peut pas se faire par téléphone. Peux-tu me rencontrer ?» Sa voix était plus sérieuse que d'habitude, empreinte d'inquiétude, me glaçant le sang. «
Qu'est-ce qui pouvait pousser Rachel, celle qui évitait toujours les problèmes de famille, à m'appeler ainsi? Bien que je ne comprenne pas ce qui se passait, j'ai accepté de la rencontrer cet après-midi-là après le travail dans un café tranquille à la périphérie de Pittsburgh. Je t'attendrai au Corner Brew à 16h, a dit Rachel, puis elle a raccroché rapidement comme si elle craignait que quelqu'un n'entende. Je suis resté là, au milieu des machines rugissantes, l'esprit en ébullition. Pourquoi Rachel? Elle ne m'avait jamais contacté auparavant. Était-ce lié à Olivia et à ses parents, ou juste une affaire de famille mineure? J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, supervisant le service de fonderie, mais mes mains tremblaient légèrement en tenant le carnet. Un collègue a demandé, « Ça va, Jacob? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » J'ai forcé un sourire. Je vais bien, juste fatigué. Mais à l'intérieur, j'étais rempli d'anxiété, comme si j'entrais dans une tempête sans le savoir. Sur le chemin de la réunion, mon esprit n'arrêtait pas de tourner autour de la question, qu'est-ce qui pourrait pousser Rachel à organiser une réunion urgente comme celle-ci, surtout dans la situation sensible actuelle? Pittsburgh, un après-midi d'automne, des feuilles dorées jonchant l'autoroute, mais je n'avais pas l'humeur à l'admirer. Je me suis soudain souvenu d'images récentes qui me traversaient l'esprit, des fois où j'avais rencontré Rachel chez ses parents à Erie. Elle était souvent assise dans un coin, observant tout le monde avec des regards apitoyés envers moi, comme si elle voulait dire quelque chose mais se retenait. Quand je suis arrivé au Corner Brew, Rachel attendait déjà dans un coin isolé, l'air tendu et fatigué. La petite boutique sentait chaudement le café torréfié, mais l'air entre nous était lourd. Rachel portait un sweat à capuche gris, les cheveux en queue de cheval désordonnés, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Elle s'est levée pour me donner une légère étreinte, la voix tremblante. « Merci d'être venu. » Je me suis assis, j'ai commandé 2 lattes, en essayant de rester calme. « Dis-moi, de quoi s'agit-il pour que tu doives me rencontrer ici? Je suis inquiet. » Rachel a pris une profonde inspiration, a regardé autour d'elle comme si elle craignait d'être surveillée, puis a commencé à parler. Chaque mot me transperçait le cœur comme un couteau, rendant l'air ambiant plus lourd que jamais. Le café semblait tomber dans le silence, ne laissant que ses murmures et mon cœur battant. Rachel a dit que le jour même des funérailles de William, le jour où j'ai douloureusement dit adieu à papa, debout près du cercueil avec ma mère tremblante, ses parents avaient organisé une fête de célébration à la maison. Ils ont ouvert du vin, riant et parlant joyeusement, a raconté Rachel, la voix étranglée. Ils ont dit que tu allais recevoir un énorme héritage de ton père, et que c'était une opportunité en or. J'ai figé, les mains agrippant la tasse de café jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Célébré pendant que je pleurais sur la tombe de papa. Rachel a continué, à cette fête, mes parents se sont dit que tu étais un gendre obéissant, honnête et docile. Ils ont dit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne puissent obtenir de l'argent de toi. Ces paroles ont frappé comme le tonnerre. Tout autour de moi est devenu flou. Je me suis soudain souvenu de leur absence froide aux funérailles. Olivia envoyant constamment des textos, la tête baissée. Pour la première fois, j'ai assemblé tous les fragments et ils s'emboîtaient de manière terrifiante. Rachel a révélé qu'Olivia était celle qui fournissait des informations à ses parents. Olivia leur a tout dit, Jacob, depuis qu'elle a entendu une conversation entre tes parents sur le testament lors d'une visite il y a quelques mois. Elle a espionné puis a rapporté à mes parents. Même lors de la récente lecture du testament, elle a envoyé des textos avec les détails de chaque article. Espèces, actions, immobilier, tout. Je suis resté bouche bée, sans voix. Olivia, ma femme, la personne en qui j'avais le plus confiance, avait secrètement surveillé et rapporté tout. Le moment où elle a baissé la tête en envoyant des textos au bureau de l'avocat, sa gaieté soudaine par la suite, tout prenait sens. Rachel a fait une pause, puis a continué fermement. Olivia s'était étroitement coordonnée avec ses parents pour me mettre la pression psychologique dès le début. Ma famille n'est pas endettée ou en faillite du tout, Jacob, a-t-elle dit. C'est tout un mensonge scénarisé pour exploiter ta gentillesse. L'entreprise va bien. Il continue de dépenser somptueusement. Olivia sait tout, et elle participe toujours juste pour l'argent. Rachel a avoué que, par pitié pour ma nature honnête et gentille et incapable de supporter de me voir tromper, elle a décidé de me rencontrer et de révéler toute la vérité. J'ai lutté avec moi-même pendant longtemps, Jacob, a dit doucement Rachel. Je savais que parler briserait la famille. Je pourrais même être mise à la porte. Mais tu mérites la vérité. Tu as toujours été gentil avec ma sœur et notre famille.
Pourtant, il te traite comme ça. Sa voix s'est brisée. Des larmes ont coulé. Je suis resté assis là, engourdi par ce que j'avais entendu. Plus de doute vague ou de confusion. Toutes les pièces des derniers jours s'emboîtaient soudain de manière terrifiante. Les appels secrets, les sourires aux funérailles, le signe de tête d'Harold, le style de vie somptueux contredisant les récits de pauvreté. Tout n'était qu'une mascarade. Olivia, que j'avais aimée pendant 8 ans, m'avait trahi pour de l'argent. Mon cœur me faisait mal, comme s'il était déchiré. J'ai remercié Rachel d'avoir eu le courage de dire la vérité. Voix rauque. Merci, Rachel. Tu m'as sauvé. Elle a hoché la tête en essuyant ses larmes. Fais attention. Ils n'arrêteront pas facilement. Nous nous sommes dit au revoir en nous serrant dans les bras, et j'ai quitté le café dans un état second, mais pas lourd sur le trottoir mouillé par la pluie, Pittsburgh semblant s'assombrir. Portant le sentiment que tout mon mariage et la confiance que j'avais eue s'étaient complètement effondrés. Je suis sorti vers la voiture, les mains tremblant en insérant la clé dans le contact. La pluie tombait régulièrement sur le pare-brise, brouillant tout comme ma vision à ce moment-là. J'ai conduit dans un état second, le pied appuyant mécaniquement sur l'accélérateur, les yeux sur la route, mais l'esprit à la dérive. De vieux souvenirs ont refait surface comme une bobine de film qui se rembobine. Chaque scène vive et perçante, faisant mal à mon cœur. Je me suis souvenu de ces dîners chez mes beaux-parents aériés. Des soirées de week-end que je croyais autrefois être des moments de rapprochement familial. J'étais toujours le dernier à m'asseoir à table, souvent placé à l'écart, comme un invité temporaire plutôt qu'un gendre. Harold en bout de table, Joyce à côté de lui, Olivia en face, et moi, à l'extrémité près de la porte de la cuisine où le bruit de la vaisselle noyait ma voix. Une fois, j'ai essayé de me joindre à la conversation sur un voyage, je pense que nous devrions essayer la plage la prochaine fois, mais Harold a simplement ricané. Tu es habitué à Pittsburgh. L'océan ne te conviendrait pas, tout le monde a ri et je me suis tu, ravalant ma frustration. Je me suis souvenu comment mes opinions étaient ignorées dans les discussions, comme lorsqu'ils ont prévu d'acheter une nouvelle maison pour nous. Ils ont tout décidé puis m'ont informé. Jacob, nous pensons qu'une maison dans la banlieue d'Erie vous conviendrait mieux, a dit Joyce comme si mon avis n'avait pas d'importance. J'ai hoché la tête. D'accord, si vous le pensez. Mais à l'intérieur, ça piquait. Pourquoi ne pas me demander d'abord? Pourquoi toujours me traiter comme un étranger? Et je me suis souvenu des remarques à moitié plaisantes me rappelant d'être reconnaissant d'avoir épousé Olivia et d'être entré dans une famille plus aisée. Harold disait souvent, tu as de la chance, Jacob. Olivia t'a choisi parmi tant de gars. Notre famille a des moyens, alors tu dois être à la hauteur. J'ai forcé un sourire, me disant que c'était juste une taquinerie, mais maintenant c'était clair. Un mépris subtil. Pendant des années, j'ai choisi le silence, la concession, me convainquant que ce n'était que des différences familiales. Ils sont plus riches, habitués au luxe. Je supporterai un peu pour l'harmonie, me disais-je. La nuit, tenant Olivia pendant que nous dormions. Mais maintenant, c'était évident. J'avais été un idiot, exploité depuis le début. Revenant à la réalité, la voiture était sur l'autoroute en direction de la maison. Mais pour la première fois, une colère froide et vive est montée clairement, pas explosive comme lors de disputes mineures passées, mais calme, résolue, comme une rivière souterraine qui jaillit, balayant toute hésitation. Ça suffit, ai-je chuchoté, agrippant fermement le volant. J'ai soudainement fait une embardée, faisant un demi-tour brusque, les pneus crissant sur la route mouillée. J'ai conduit directement vers la maison de mes beaux-parents aériés, sans me donner le temps de douter. Le cœur battant dans ma poitrine, l'adrénaline montant violemment comme si je chargeais dans une bataille que je savais au fond de moi. Cette fois, je ne pouvais pas reculer. La pluie tombait plus fort. Les phares perçaient la nuit, illuminant des routes autrefois familières qui semblaient maintenant étrangères et froides, comme le mariage que j'allais affronter. Le trajet de 2 heures a filé, et je suis arrivé dans l'obscurité totale. La maison d'Harold et Joyce était éclairée. La nouvelle Mercedes garée dans le garage, un symbole de leur tromperie. Je me suis garé, j'ai pris une profonde inspiration, puis je suis entré sans frapper. J'avais toujours le double des clés. En entrant dans le salon, je me suis figé en voyant Olivia là, assise sur le canapé à côté de sa mère, contredisant complètement son texto de l'après-midi. Chérie, je travaille tard ce soir, donc je rentrerai un peu plus tard. Je t'aime.
Elle a sursauté et a levé les yeux, son visage pâlissant instantanément. Olivia s'est levée d'un bond, la voix hésitante. « Jacob, pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu fais ?» Harold s'est levé de son fauteuil, les yeux s'assombrissant, le ton sec. « Tu débarques sans prévenir. Qu'est-ce qui t'amène ici comme une furie ?» Ce seul moment a suffi pour que tout en moi s'effondre. Les appels secrets, l'urgence du temps, les regards échangés dans mon dos. Rien de tout cela n'était aléatoire. Sur la table se trouvaient des verres de vin à moitié finis, des papiers éparpillés comme une réunion interrompue. Ma poitrine s'est serrée, mais la colère calme m'a poussé en avant. J'ai regardé droit Harold et Joyce, la voix lente mais glaciale. « Harold, Joyce, je sais tout maintenant. Je sais pour la fête que vous avez organisée le jour des funérailles de mon père. » L'air du salon s'est glacé. Je n'ai pas arrêté. Vous avez porté un toast, célébrant parce que vous croyez que j'allais recevoir un gros héritage et le testament. Olivia vous a relayé chaque détail, n'est-ce pas? Olivia a couvert sa bouche, les yeux écarquillés, la respiration rapide. Harold a ricané, essayant de maintenir son dédain. Quelle bêtise racontes-tu? Qui t'a dit ça? Rachel, cette fille imagine toujours des choses. Joyce est intervenue, la voix pleine d'une injustice feinte. Jacob, tu interprètes mal. On a juste demandé de l'aide dans les moments difficiles. Pourquoi inventer des histoires pour éviter tes responsabilités? Tu es trop égoïste. J'ai respiré profondément, gardant mon calme. Votre entreprise n'est pas en faillite. Si les dettes étaient vraiment écrasantes, qu'en est-il de la nouvelle voiture, des nouveaux articles de créateurs, de ces voyages coûteux? Vous dites une chose, mais vivez une autre. Harold a frappé la table de sa main, la colère explosant. Très bien. Si tu sais, et alors? C'est tout pour la famille. Tu ne penses qu'à ta propre douleur et tu ne veux pas porter le fardeau quand les parents sont en difficulté. L'argent que ton père a laissé, c'est juste pour que tu l'accumules? Joyce a éclaté en sanglots, la voix tremblante, mais sans larmes. On te traite comme notre propre fils. On te faisait confiance et tu nous traites comme ça. Olivia a finalement craqué. Elle s'est avancée, agrippant ma main, les larmes coulant. Jacob, s'il te plaît, je t'en supplie. C'est ma famille. Tu as promis de me protéger. As-tu oublié nos années ensemble? Elle s'est étranglée, essayant de me ramener dans le vortex familier. Souviens-toi de notre jour de mariage? Tu as dit que tu ne me quitterais jamais. Toujours à mes côtés, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, mon cœur s'est brièvement adouci. De vieilles images ont défilé, des vœux, des sourires, la confiance que j'avais investie dans ce mariage. Mais ensuite, j'ai réalisé que ces mots étaient utilisés comme un outil. Non pas pour me garder par amour, mais pour forcer un sacrifice continu. J'ai regardé droit Olivia, la voix s'abaissant. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas l'argent. C'est que tu n'as jamais demandé si je pouvais le supporter juste après la mort de papa. Olivia s'est figée, les lèvres entr'ouvertes, mais sans voix. J'ai parlé lentement mais fermement, les yeux ne s'évitant plus. Je ne suis pas égoïste. Vous êtes ceux qui exploitent. Et toi, Olivia, tu m'as trahi depuis le début. J'ai reculé, la voix devenant froide. Je ne resterai pas dans cette fausse maison une seconde de plus. Ne me contactez plus. J'ai quitté tranquillement, laissant derrière moi les justifications vides d'Harold crier avec rage. Tu le regretteras, Jacob. Olivia a crié après moi, la voix se brisant. La porte s'est fermée derrière moi. La pluie me fouettait le visage, piquante et froide. Mais étrangement, j'ai ressenti un soulagement, comme si je m'étais enfin débarrassé d'un fardeau qui pesait sur moi depuis des années, et que j'avais quitté une famille à laquelle je savais maintenant avec certitude que je n'avais jamais vraiment appartenu. J'ai marché rapidement vers la voiture, la pluie trempant ma chemise, mais je m'en fichais. Le moteur a rugi, noyant les cris qui m'appelaient de la maison. La voix d'Olivia a résonné, mais je ne me suis pas retourné. Sur l'autoroute d'Erie à Pittsburgh, la pluie tombait sans relâche, les phares illuminant des flaques d'eau scintillantes. J'ai conduit dans un état d'épuisement total, le corps las du trajet de 2 heures aller, et maintenant retour, l'esprit confus par la confrontation. La colère persistait, mais maintenant elle se mêlait d'un vide froid, d'un vaste néant où la confiance existait autrefois. Je me suis garé sur l'accotement, je suis resté immobile un long moment,
respirant lourdement, les mains agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Des souvenirs de la fête de célébration le jour des funérailles de papa ont refait surface, douloureusement vifs, riant, portant un toast, ouvrant du vin pendant que je m'agenouillais brisé sur sa tombe. La pensée m'a serré la poitrine. Avec tout ce qui s'était passé, comment pourrais-je jamais pardonner? De retour à la maison à Pittsburgh tard dans la nuit, la pluie tombait toujours sans cesse. J'ai poussé la porte. La maison était plongée dans le noir, sentant le renfermer. Olivia n'était pas à la maison, peut-être restée avec ses parents, complotant le prochain coup. Je me suis effondré sur le canapé, la tête renversée, fixant le plafond les yeux grands ouverts. Le vide mêlé de colère m'empêchait de dormir. Tout tournait. Le visage rouge d'Harold lorsqu'il a été démasqué. Les fausses larmes de Joyce. L'accrochage désespéré d'Olivia. J'ai essayé de fermer les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Au lieu de cela, les souvenirs ont afflué. Notre jour de mariage. Olivia radieuse en blanc, promettant pour toujours. Et maintenant? Tout n'était que mensonge. Cette nuit-là, alors que l'horloge sonnait minuit, je n'en pouvais plus. J'ai appelé Eleanor, ma mère. Pour la première fois, j'ai tout déversé sur la famille de ma femme et notre mariage. Le téléphone a sonné plusieurs fois. Sa voix endormie a répondu, « Jacob? Pourquoi appelles-tu si tard, mon fils ?» J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai tout laissé sortir. Leur absence aux funérailles de papa, la fuite du testament, la fête de célébration, le stratagème de 1,5 million, et la confrontation de ce soir. Ma voix tremblait. Des larmes ont coulé sans que je m'en aperçoive. Maman a écouté en silence, ne soupirant qu'occasionnellement. Quand j'ai fini, elle a dit, la voix chaude mais résolue. « Mon fils, ça me brise le cœur. Mais tu ne dois à personne ton sacrifice. Ils t'ont exploité, et tu en as assez enduré. Fais ce que tu crois juste pour te protéger. Je suis toujours là. » Ces paroles ont apaisé la colère comme de l'eau fraîche. J'ai pleuré pour la première fois depuis les funérailles de papa. Merci d'avoir écouté, maman. L'appel s'est terminé, mais mon cœur s'est senti un peu plus léger. Après une longue nuit de réflexion, en fait restant éveillé, préparant tasse après tasse de café, j'ai pris une décision ferme. Ce mariage n'avait plus rien à sauver. Le mot « divorce » a résonné dans mon esprit, lourd mais nécessaire. Je ne voulais plus vivre dans la tromperie, regarder Olivia et voir le calcul. Le lendemain matin, je suis allé à la scierie comme d'habitude, mais mon esprit était ailleurs. Des collègues ont demandé, « Tu as l'air d'un zombie, Jacob. » J'ai forcé un sourire, je n'ai juste pas dormi. Mais pendant le service, j'ai prévu d'appeler un avocat, de préparer les papiers, d'affronter Olivia. L'anxiété a monté. Quelle serait sa réaction? Des larmes? De la colère? Le soir suivant, quand Olivia est rentrée à la maison, j'attendais dans le salon. La lumière jaune tombait, la maison était oppressante de silence. Elle est entrée, les épaules légèrement affaissées par la fatigue, forçant un sourire familier. « Chérie, je suis à la maison. Le travail a été épuisant aujourd'hui, j'ai la tête qui tourne. » Je l'ai regardée pendant un long moment, toujours le même visage, la femme que j'avais autrefois aimée et en qui j'avais entièrement confiance. Mais à ce moment-là, elle me semblait déchirante et inconnue, comme quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. J'ai respiré profondément, refusant de reculer, j'ai dit lentement, la voix basse. « Olivia, j'y ai bien réfléchi, et je veux divorcer. » Son visage a instantanément changé. Le verre dans sa main a tremblé, manquant de glisser. Elle s'est exclamée, la voix se brisant, « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Olivia a éclaté en sanglots presque immédiatement. Elle s'est précipitée vers moi, puis s'est agenouillée à côté de moi, les larmes coulant de manière incontrôlable. « Jacob, s'il te plaît, réfléchis encore, » s'est-elle étranglée. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Mais je peux changer. Donne-moi une chance, juste cette fois. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Sa voix s'est brisée, ses mains ont agrippé les miennes, tremblant comme si elle craignait que je ne disparaisse. Je suis resté immobile, la laissant pleurer. Mon cœur me faisait mal. De vieux souvenirs ont défilé. Des nuits où elle posait sa tête sur mon épaule après de longues gardes, des week-ends où nous partions ensemble.
des moments où je croyais avoir une vraie famille. Mais ensuite, d'autres images se sont imposées. La fête de célébration, les appels secrets, les textos sournois, et la colère est revenue, froide et claire. J'ai doucement retiré ma main, la regardant droit dans les yeux et disant mot pour mot, j'ai beaucoup enduré, Olivia. Pas seulement un jour, mais pendant des années. Le mépris de ta famille, les dîners où j'étais toujours mis à l'écart, mes opinions ignorées, les remarques sarcastiques sur les moyens de ta famille. J'ai tout avalé, pensant que c'était le prix à payer pour maintenir ce mariage. Elle a secoué la tête frénétiquement, les larmes mouillant mes mains. Mais j'ai continué, tu ne m'as jamais soutenu. J'ai toléré ça pour toi. Mais maintenant je vois clair. Tu ne me vois plus comme un mari. Tu ne vois que les biens que j'ai. Olivia a sangloté plus fort, la voix se brisant. Ce n'est pas vrai. Tu as mal compris. Mes parents m'ont mise sous pression. Je n'avais pas le choix. J'ai secoué la tête, l'épuisement me montant à la gorge. Papa est mort, Olivia. Tu n'étais pas triste. Tu n'étais heureuse qu'à propos du testament. Et à partir de ce moment, j'ai su que tout avait changé. Je ne crois plus à ces excuses tardives. Elle a pleuré plus fort, s'accrochant à moi comme une personne qui se noie. S'il te plaît, ne me quitte pas. J'ai eu tort, mais je ne veux pas te perdre. Je t'en supplie. Je l'ai doucement repoussé et je me suis levé. Mon cœur a vacillé un instant, mais la vérité m'a maintenu ferme. J'ai dit doucement mais fermement, assez, Olivia. Je suis épuisé. La pièce s'est remplie de ces sanglots étranglés. Je suis resté là, sachant que je venais de dire la chose la plus douloureuse mais la plus nécessaire de ma vie. Dans les jours qui ont suivi, Olivia a supplié sans cesse. Elle est restée à la maison, ne semblant aller nulle part, cuisinant mes vieux plats préférés, nettoyant la cuisine comme des jeunes mariés. Ces textos n'arrêtaient pas, longs et remplis de souvenirs et de promesses. Chérie, tu te souviens du jour où on s'est rencontrés? Je t'ai aimé depuis ce moment. Je sais que j'ai eu tort, mais je changerai. Je te le promets vraiment. Ses larmes et ses supplications répétées m'ont parfois adouci. Certains soirs, elle s'asseyait devant moi, les yeux rouges, la voix tremblante. Tu ne vois pas que j'essaie? Donne-moi juste un peu plus de temps. Je le prouverai. Une fois, en entrant dans le salon, j'ai trouvé Olivia effondrée sur le sol, sanglotant à perdre haleine. Elle a attrapé mon pantalon, presque désespérée. Je ne peux pas vivre sans toi, Jacob. Je ne peux pas supporter ça. S'il te plaît, ne me quitte pas. À ce moment-là, j'ai failli me pencher pour la tenir dans mes bras. J'ai failli dire, d'accord, je te pardonne. Mais alors le téléphone a sonné à nouveau. Appel après appel d'Harold et Joyce. Jacob, reconsidère, a dit Harold, la voix feignant d'être basse. On a eu tort. L'argent n'a plus d'importance. Oublie tout. Joyce a ajouté, étranglée. Olivia s'effondre. Aie pitié d'elle. Toutes les familles font des erreurs. La pression montait de jour en jour. J'ai commencé à me demander si j'étais trop dur, si je devais donner une autre chance à tout le monde. Le lendemain matin, alors que j'étais sur le point de céder, j'ai regardé Olivia dormir paisiblement sur le lit, le visage serein comme si aucune tromperie n'avait jamais existé. Je me suis souvenu de jours heureux, des matins à préparer le café ensemble, sa tête sur mon épaule. C'est alors que le téléphone a sonné. C'était Rachel. Sa voix était urgente, dissimulant à peine la panique. Jacob, j'ai entendu mes parents et Olivia parler. Ils font semblant de céder pour que tu te détendes. En fait, ils préparent une autre façon d'obtenir l'argent. Peut-être par le partage des biens du divorce, puis en te poussant dehors. Ne les crois pas, s'il te plaît. Ces mots ont frappé comme la foudre, éteignant toute hésitation restante. J'ai figé, regardant Olivia, dormant toujours paisiblement. Mais maintenant, je voyais clairement le masque que j'avais ignoré si longtemps. Plus de débat, plus de confrontation. J'ai compris que chaque supplication, chaque larme faisait partie d'un plan plus sophistiqué. J'ai raccroché, je me suis assis silencieusement sur le bord du lit, le cœur froid au point de ne plus ressentir de douleur. J'ai déposé une demande de divorce au tribunal de manière décisive, sans préavis, sans laisser plus d'émotions me détourner. Ce matin-là, j'ai appelé un avocat distinct recommandé par maman et j'ai préparé les papiers. Monsieur Turner,
cette affaire est claire. Votre héritage ne sera pas partagé s'il est prouvé, a dit l'avocat. J'ai hoché la tête, j'ai signé, le cœur lourd mais résolu. Olivia est revenue cet après-midi-là, voyant les papiers sur la table. Tu le fais vraiment, a-t-elle pleuré, mais je suis resté silencieux et j'ai quitté la maison. Le procès s'est déroulé rapidement, quelques semaines plus tard, grâce aux appels enregistrés, aux textos et aux témoignages de Rachel. Les biens ont été partagés légalement. J'ai gardé l'héritage de papa. Elle a pris la propriété commune. Olivia a pleuré tout au long de l'audience. Ses parents étaient assis derrière, les visages assombris. J'ai quitté la salle d'audience, endolori mais soulagé, comme si j'avais enfin déposé une lourde partie de ma vie. Bien que la coupure soit encore douloureuse, je savais que j'avais mis fin à un faux mariage, non pas par vengeance ou par fuite, mais pour préserver le dernier lambeau de respect de moi-même que j'avais failli perdre. Dehors, Pittsburgh baignait dans une lumière dorée. Les gens se dépêchaient comme si de rien n'était. Mais en moi, le ciel restait gris. Pourtant, au milieu de cette morosité, je savais que j'avais choisi la bonne voie, douloureuse mais nécessaire, pour continuer à marcher sans baisser la tête. Je suis sorti du palais de justice, tenant la pile de papier de divorce encore chaud de l'encre, ayant l'impression que le monde entier me regardait. Mais non, les gens se dépêchaient de vaquer à leurs propres occupations. Un homme poussant un chariot, un couple riant sur le trottoir. Seul moi avait changé. Olivia était assise dans la salle d'audience, sanglotant alors que le juge frappait son marteau. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Ses parents, Harold et Joyce, étaient assis derrière, les visages assombris, chuchotant quelque chose. Je savais qu'ils n'arrêteraient pas facilement, mais maintenant la loi nous avait séparés. L'héritage de papa était à moi. Les biens communs partagés équitablement, juste et froid, comme un contrat commercial. Je suis allé à l'ancienne maison, mais je ne suis pas entré tout de suite. Je suis juste resté dans la voiture, fixant l'endroit familier où nous avions autrefois ri, cuisiné, et où maintenant ne restaient que des souvenirs brisés. Après le divorce, j'ai immédiatement déménagé de l'ancienne maison. Je ne voulais pas rester là où les souvenirs persistaient. Le parfum d'Olivia encore faiblement sur les oreillers, les photos de mariage sur les murs comme des rappels douloureux. J'ai loué un petit appartement ailleurs dans la ville, dans une banlieue tranquille près de la Syrie. Juste une chambre, une minuscule cuisine et un balcon donnant sur la rivière Allegheny. J'ai tranquillement terminé les procédures légales restantes, changeant les titres de propriété, transférant les comptes bancaires, obtenant même un nouveau numéro de téléphone pour éviter les appels de harcèlement. L'avocat a appelé, M. Turner, tout va bien? Il pourrait faire appel. J'ai secoué la tête. Qu'il le fasse. Je suis prêt. Mais mon cœur n'était pas en paix. Chaque papier signé ressemblait à une autre coupure dans une vieille blessure. J'ai commencé une nouvelle vie, simple et retirée. Comme un escargot se retirant dans sa coquille. Pas d'amis bruyants, pas de fête, juste un rythme régulier pour survivre. Réveil matinal, café noir amer, route vers l'usine. Le travail de contremaître est resté le même. Superviser les équipes de fonderie, vérifier la sécurité, crier des ordres par-dessus le bruit des machines. Mais la douleur de la trahison persistait, non pas explosive comme au début, mais couvant à travers chaque jour qui passait. Chaque soir dans l'appartement, je m'asseyais seul sur le canapé usé, regardant la rivière, scintillante de lumière nocturne. Les souvenirs affluaient. Olivia souriant dans la cuisine, puis se transformant en un faux sourire aux funérailles de papa. Je me demandais, pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt? Le sommeil était agité. Je me réveillais souvent à minuit, en sueur à cause de rêves où il me poursuivait avec des chèques géants. J'ai maintenu une routine régulière, travaillé puis retourné à l'appartement vide. Les week-ends, je me rendais occasionnellement chez maman dans la banlieue de Pittsburgh. Ma mère, Eleanor, vivait maintenant seule dans l'ancienne maison de papa. Mais elle était plus forte que je ne le pensais. Tu as fait quelque chose de difficile, mais je comprends. Et je suis de ton côté, disait-elle à chaque visite, me serrant fort dans ses bras. Nous nous asseyions sur le porche, buvant du thé, échangeant de petites conversations. Son jardin, mes gardes. Je vérifiais si elle avait besoin de quelque chose. Réparer la plomberie, acheter des provisions pour m'assurer qu'elle allait bien et qu'elle ne s'inquiétait pas pour moi. Mais maman savait tout. Ne le cache pas. Je sais que tu souffres. Le temps guérira. J'ai hoché la tête,
mais mon cœur est resté lourd. Ces visites étaient mon seul point d'ancrage, m'empêchant de sombrer plus profondément dans la solitude. Ces mois se sont écoulés tranquillement, sans événements ni joie claire. Juste l'existence régulière d'un homme apprenant à vivre une nouvelle vie à partir de rien. J'évitais les réseaux sociaux, j'ai supprimé de vieilles photos, ne voulant pas voir ce qu'Olivia publiait. Peut-être vivait-elle heureuse avec sa famille. De nouveaux voyages. Le travail est devenu mon salut. Les coups de marteau noyaient mes pensées. Les chemises trempées de sueur aidaient à oublier la douleur. Mais les soirées dans l'appartement vide me rappelaient que j'étais seul. J'ai essayé de lire des livres, les vieux romans de papa, mais les mots dansaient devant mes yeux. Une fois, j'ai essayé un bar seul, mais la musique forte ne faisait que me faire regretter davantage Olivia, alors je suis parti tôt. L'anxiété persistait. Y aurait-il des représailles? Dans cette monotonie prolongée, la rare lueur d'espoir dans ma vie était Rachel. La sœur d'Olivia, celle qui m'avait tiré d'un tissu de mensonges, a maintenu une distance parfaite, suffisante pour ne pas me mettre la pression, mais sans jamais disparaître de ma vie. Après le divorce, nous n'avons échangé que quelques textos, brefs mais chaleureux. Comment vas-tu ces derniers temps? Je veux juste savoir que tu vas bien. J'ai répondu après une pause. Je vais bien. Ce n'est pas facile, mais j'essaie. Merci de demander. Rachel a répondu lentement, choisissant ses mots avec soin. Je suis contente que tu dises ça. Si un jour te semble trop lourd, envoie-moi un message. Pas besoin d'expliquer. Elle n'a pas insisté, n'a pas été curieuse, n'a pas sondé les blessures fraîches, comme si elle comprenait que je n'avais pas besoin de conseils, mais d'une présence silencieuse et respectueuse. Progressivement, j'ai réalisé que sa présence était comme une petite bougie dans l'obscurité. Un après-midi pluvieux sur le balcon seul, je me suis souvenu de notre rencontre au café. Les yeux apitoyés de Rachel, sa voix tremblante révélant la vérité. Sans elle, je serais encore trompé. Donnant toujours de l'argent, vivant toujours dans le mensonge. J'ai pris l'initiative de l'appeler pour la rencontrer et la remercier. Rachel, je veux te voir juste pour te dire merci. Sa voix était surprise mais heureuse. Bien sûr, au même café. Nous nous sommes retrouvés au familier Corner Brew où la vérité avait été révélée. Rachel est arrivée en avance dans un pull chaud, les cheveux lâchés, un sourire timide. Jacob, comment vas-tu? Je me suis assis, j'ai commandé un café, puis j'ai dit, Rachel, je te dois un sincère merci. Sans toi, je serais encore dans un mariage plein de mensonges. Tu as été si courageuse. Rachel a souri à mes paroles, secouant doucement la tête. Ne pense pas comme ça. Tu méritais la vérité et une vie meilleure. J'ai juste fait ce qui était juste. Ces paroles étaient simples mais chaleureuses, me faisant me sentir compris pour la première fois depuis des mois. Nous avons parlé un moment, de son travail de bureau aérien, de ses journées fatigantes. Aucune mention d'Olivia ou de la famille, juste des choses du quotidien. En partant, je l'ai serré légèrement dans mes bras. Reste en contact. Rachel a hoché la tête. Certainement. À partir de cette rencontre, nous avons communiqué plus souvent, naturellement, sans planification. Au début, juste des bribes sur le travail, les longues journées qui traînent, la fatigue ordinaire. Un soir, j'ai envoyé un texto, longue journée de travail aujourd'hui. J'ai la tête vide. Rachel a répondu presque immédiatement. Je connais ce sentiment. Je viens de rentrer. Repose-toi. Demain sera meilleur. Progressivement, l'ancienne distance de la sœur de l'ex-femme s'est estompée. Une proximité naturelle s'est formée, basée sur le respect et la compréhension plutôt que sur des obligations. Rachel n'a pas forcé la conversation sur le passé, mais quand je partageais, elle écoutait. Ça fait très mal, n'est-ce pas? Je comprends. Je lui ai parlé de papa, de maman. Elle a partagé ses difficultés à la maison, ses parents en colère pour l'avoir trahi. Nous avons progressivement partagé de petites joies et des peines sans nom, légèrement, sans forcer. Une fois, j'ai pris une photo du lever de soleil depuis le balcon et je l'ai envoyée, le lever de soleil d'aujourd'hui est magnifique. Peu de temps après, elle a répondu, j'adore aussi. On dirait un nouveau départ. D'autres fois, la tristesse venait soudainement. J'ai envoyé un bref texto, papa me manque aujourd'hui. Rachel n'a pas sondé, elle a juste dit, je suis là. Dis-le si tu veux. J'écouterai.
Pas besoin de conseils, pas de longues explications, juste assez pour apaiser mon cœur. Progressivement, j'ai réalisé que nous trouvions tous les deux une rare paix l'un dans l'autre. Être entendus et ensemble sans prétention, quelque chose qui nous avait manqué à tous les deux depuis longtemps. Moi, après la trahison, j'avais besoin de sincérité. Elle, dans une famille sous pression, avait besoin d'un auditeur. Nos sentiments ont grandi lentement et tranquillement, sans promesse ni nom. Pas un amour bruyant, mais un lien naturel sans calcul. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, pour un café, des promenades au bord de la rivière, des heures à parler. Chaque fois, mon cœur se sentait plus léger, les blessures guérissant. Pourtant, au fond de moi, je sentais encore une hésitation et une peur silencieuse. Nous savions tous les deux que si nous faisions un pas de plus, cela inviterait d'innombrables regards jugeurs, des chuchotements, de nouvelles blessures. Après tout, aucun de nous n'avait le courage d'affronter une autre tempête. Nous chérissions le calme fragile que nous avions retrouvé, craignant qu'une décision hâtive ne le brise. Alors nous avons marché lentement, gardant juste assez de distance pour que personne n'ait à se sacrifier à nouveau. Les mois qui ont suivi le divorce se sont écoulés paisiblement, comme la rivière Allegheny traversant Pittsburgh. Silencieux mais effaçant progressivement les cicatrices. Je vivais dans le petit appartement avec des habitudes simples, me levant tôt pour préparer du café, allant travailler à l'aciérie, rentrant le soir pour lire des livres ou regarder les informations. Rachel et moi sommes restés en contact, mais sans pression. Un message décontracté, un court appel le week-end. Occupée aujourd'hui, demandai-je, et elle riait au téléphone. Occupée, mais heureuse. Et toi? Ces conversations étaient comme un doux remède, m'aidant à oublier les nuits blanches à ressasser le passé. Mais ensuite, comme une tempête soudaine, tout a été à nouveau agité. Un après-midi tard après le travail, je suis retourné à l'appartement, épuisé, les épaules lourdes d'une longue journée de travail au milieu de machines rugissantes. Pittsburgh tombait dans le crépuscule, les lampadaires scintillant à travers le brouillard. Je suis sorti de l'ascenseur, l'esprit vagabondant vers un dîner simple, peut-être juste un sandwich et une bière, quand j'ai vu de manière inattendue Harold et Joyce attendre devant ma porte. Leur visage était tendu et plein de ressentiment. Harold, les bras croisés, Joyce les lèvres serrées comme si elle réprimait sa colère. Mon cœur a fait un bond. Comment connaissait-il mon adresse? Je n'avais dit à personne après mon déménagement. Harold, Joyce, qu'est-ce que vous faites ici? Ai-je demandé, en essayant de rester calme, mais rempli de malaise. Il ne m'avait pas contacté depuis le procès, et maintenant cette apparition soudaine ne pouvait pas être bonne. Bien que mal à l'aise, en fait extrêmement irrité, me rappelant leurs fausses excuses aériées, j'ai maintenu la politesse et je les ai fait entrer. Entrez et parlons. J'ai ouvert la porte, les conduisant dans le salon exigu avec son vieux canapé et sa table basse. Ils se sont assis. Avant même que je puisse offrir de l'eau, ils sont allés droit au but. La voix d'Harold était dure. Jacob, nous savons tout. Toi et Rachel, votre relation amoureuse. Nous ne l'accepterons pas, ces paroles ont frappé comme la foudre. J'ai figé, les mains agrippant le bord de la table. Comment savait-il? Nous n'avions jamais rendu publique notre relation, ne nous rencontrant que discrètement, par message privé. Joyce est intervenue, la voix stridente. Tu profites de notre plus jeune fille. Après avoir divorcé d'Olivia, tu te tournes vers Rachel, c'est immoral. Le barrage d'accusations s'est abattu comme de la grêle. Pas le temps d'esquiver. Harold s'est avancé, pointant mon visage, la voix grondant de fureur. Tu es un opportuniste qui utilise Rachel pour te venger de nous, n'est-ce pas? Tu penses que c'est noble? Tu salis l'honneur de notre famille. Pour qui te prends-tu? Joyce a éclaté en sanglots, mais chaque mot était aussi tranchant qu'un couteau. Rachel est si jeune. De combien d'années es-tu plus âgé? N'as-tu pas honte, pervers, traître? Tu as détruit notre famille. Leur rage ne m'a pas laissé le temps de respirer. Chaque fois que j'essayais de parler, la voix toujours mesurée. S'il vous plaît, écoutez mon explication. Ce n'est pas ce que vous pensez. Harold m'a coupé, frappant la table. Expliquez quoi? Nous avons des preuves. Des messages, des photos, tout est clair. Tu penses qu'on est aveugle? Joyce a ajouté, la voix s'élevant d'agitation. Tu pensais pouvoir nous tromper? Tu penses qu'on ne sait pas comment vous vous faufilez tous les deux? Je suis resté assis là,
le cœur battant, bouillonnant à l'intérieur, mais forçant le calme. Des preuves? Qui nous a espionnés? Olivia ou des détectives engagés? Les questions tourbillonnaient, faisant tout tourner. J'avais cru ma nouvelle vie assez stable, mais maintenant je suis ramené dans un autre vortex vicieux. Alors que leur colère s'apaisait, Harold haletant, Joyce essuyant ses larmes, j'ai finalement parlé. Ma voix était calme, mais froide et résolue. Harold, Joyce, vous n'avez plus le droit de juger ma vie comme avant. Rachel et moi, ce sont nos affaires. J'assume la responsabilité de mes choix. Je les ai regardés droit dans les yeux, sans ciller. Vous avez causé assez de mal, et je ne laisserai pas cela continuer dans ma vie. Mes paroles étaient comme de l'eau froide. Harold s'est levé d'un bond, le visage rouge. Tu le regretteras, Jacob. Joyce a secoué la tête à plusieurs reprises, la voix pleine de ressentiment. Rachel souffrira à cause de toi. Tu verras. Ils sont partis avec fureur, la porte claquant derrière eux, me laissant seul dans la pièce soudainement plus vide. Je suis resté assis, immobile pendant quelques secondes, me sentant à la fois épuisé et soulagé. Pour la première fois, je n'ai pas reculé ni cédé comme avant. Le lendemain, j'ai rencontré Rachel dans notre café familier, ne cachant rien de la confrontation. Nous nous sommes assis dans le coin isolé, le café fumant. Mes parents sont venus chez moi hier soir. Ils savent pour nous. Rachel a pâli, les mains agrippant sa tasse. Je sais. Ils m'ont grondé toute la nuit. Elle a dit que ses parents l'avaient réprimandée et lui avaient strictement interdit. Ils m'ont traité de traîtresse à la famille pour avoir dit la vérité avant et maintenant pour être avec toi. Papa a dit qu'il couperait tout contact si je n'arrêtais pas, la voix de Rachel tremblait, ses yeux se remplissant de larmes. J'ai peur, mais je ne veux pas te perdre. Je l'ai prise dans mes bras, la tenant doucement pour nous rassurer tous les deux. Moi non plus. On va s'en sortir. Au milieu des pressions environnantes, de la rage de sa famille, des regards jugeurs extérieurs, nous avons choisi de ne pas nous détourner, de nous tenir tranquillement ensemble. J'ai dit lentement, me le rappelant à moi-même, nous garderons ça privé. On n'avancera pas à pas. Pas de précipitation. Rachel a hoché la tête, un sourire fin mais déterminé, assez pour que je sache qu'elle était prête aussi. Dans les jours qui ont suivi, des rumeurs malveillantes sur notre relation se sont propagées sur les réseaux sociaux. En faisant défiler Facebook, j'ai vu des publications anonymes. Jacob Turner exploitant la sœur de son ex-femme, un hypocrite. Rachel a envoyé des captures d'écran d'Instagram. Ils disent que je suis une briseuse de ménage. Nous savions tous les deux la source. Harold, Joyce et Olivia, probablement en train de propager ou d'engager des gens pour le faire. Les messages et les appels d'eux ont afflué. Si épais que j'ai mis le téléphone en sourdine. Olivia a envoyé un texto directement, une haine non dissimulée. Ta relation avec ma sœur me dégoûte. Harold a appelé à plusieurs reprises, la voix menaçante. Arrête ça ou je révélerai tout. J'ai lu, j'ai écouté, puis j'ai choisi le silence. J'ai éteint le téléphone, pas de réponse, me disant que le temps était la réponse la plus claire et la plus juste. Nous n'avons pas riposté, nous nous sommes juste retirés tranquillement. Le contact est devenu plus discret. Les réunions se sont déplacées plus loin du centre. Les messages courts et prudents, comme si chaque mot pouvait être espionné. L'anxiété montait en moi. Ferait-il quelque chose de plus extrême? Un soir, en quittant le parking, j'ai trouvé une longue rayure sur la carrosserie de la voiture, ne sachant pas si c'était accidentel ou délibéré. Aucune piste. Cette nuit-là, j'ai rêvé qu'il nous entourait, criant des malédictions sans fin. Je me suis réveillé en haletant, le cœur battant, vérifiant immédiatement les caméras de sécurité. Rien. Ce silence était plus effrayant que les menaces. Dans cette impasse, Rachel et moi nous sommes tournés vers la maison d'Eleanor, nous accrochant à un faible espoir d'avoir au moins un allié. Nous sommes allés chez maman un après-midi de week-end, le cœur anxieux. Que pensera ta mère de moi, a demandé Rachel, les mains tremblantes. Je lui ai serré la main. Elle est gentille. Elle nous soutiendra. Nous nous sommes assis sur le porche. Maman a préparé du thé, a posé des tasses sur la vieille table en bois. Un arôme chaud se répandait dans l'air de fin d'après-midi. J'ai tout raconté, sans rien cacher. La confrontation avec Harold et Joyce. La lourde réprimande.
Les rumeurs malveillantes en ligne nous forçant à vivre prudemment. Éléanore a écouté du début à la fin, sans jamais interrompre, ses yeux s'approfondissant de pensée et de sympathie pour nous. Quand j'ai fini, elle a posé sa tasse, m'a regardé longuement, puis a dit calmement mais fermement, « Mon fils, je vois tout clairement. Rachel est gentille. Elle t'apporte une vraie paix et un vrai bonheur. Vous n'avez rien fait de mal. » Elle s'est tournée vers Rachel, lui tenant doucement la main. « Merci, ma chère. Sans toi, Jacob serait peut-être encore piégé dans un faux mariage. » Cette confiance et cette compréhension m'ont stupéfié. Ma gorge s'est serrée. Des larmes ont coulé sans que je m'en aperçoive. Merci, maman. J'avais vraiment besoin d'entendre ça. Rachel a pleuré aussi, la tête baissée, sanglotant. Merci. À ce moment-là, sur le porche tranquille, j'ai pour la première fois clairement ressenti ce qu'était un soutien inconditionnel. Comme une vraie famille. Nous nous sommes attardés, parlant dans une rare lumière, une atmosphère chaleureuse. Maman a lentement partagé de vieilles histoires sur papa, la voix basse mais douce. Il me disait toujours que le véritable amour n'a pas besoin de spectacle. Juste assez de sincérité pour traverser les épreuves. Rachel a écouté puis a doucement partagé ses difficultés. Mes parents sont furieux. Mais je l'ai choisi. Pas de jugement, pas d'interruption. Nous avons ri, mangé les biscuits fraîchement sortis du four de maman, de petites histoires coulant, et pour la première fois depuis si longtemps, j'ai clairement ressenti ce que c'était que d'avoir une famille de mon côté. Cet après-midi-là chez Éléanore, ma mère, s'est déroulée chaleureusement, comme une oasis au milieu du chaos de ces derniers mois. Nous nous sommes assis sur le vieux porche, la brise d'automne de Pittsburgh soufflant doucement, transportant l'odeur des feuilles dorées qui tombaient. Maman a partagé des souvenirs de papa, William, sa voix douce. Il disait toujours, le véritable amour, c'est de trouver quelqu'un qui te rend meilleur. Rachel a écouté attentivement, les yeux brillants, et je me suis assis entre elles, tenant fermement sa main sous la table. Pour la première fois, je ne me sentais pas seul. Maman ici, Rachel à côté de moi, comme un petit cercle solide. En partant, maman a serré Rachel fort dans ses bras. Prends soin de toi, ma chère, et reviens souvent. Rachel a rougi et a hoché la tête. Sur le chemin du retour à l'appartement, Rachel a chuchoté, « Je ressens de l'espoir maintenant. » J'ai hoché la tête, mais l'inquiétude persistait. Les rumeurs en ligne, les appels de harcèlement d'Olivia et de ses parents rôdaient toujours comme des ombres. Le temps a passé et le bruit et les ragots se sont progressivement calmés. Au début, les réseaux sociaux bouillonnaient de publications malveillantes. Jacob Turner volant la sœur de son ex-femme. Rachel Simons trahissant sa famille, se propageant comme une traînée de poudre. J'ai fait défiler quelques fois, voyant des commentaires d'amis d'Olivia. Un acte si dégoûtant. Elle mérite un meilleur homme. Nous avons choisi le silence. Pas de représailles, pas d'explications. Sachant que se disputer ne ferait qu'attiser le feu. Progressivement, sans que personne n'alimente la rage initiale, elle s'est calmée. Les publications ont sombré au milieu de nouvelles actualités. Les appels d'Harold et Joyce se sont raréfiés, seulement des messages menaçants occasionnels. Tu le regretteras. Mais nous sommes restés ensemble, résilients, comme de vieux chênes résistants à une tempête. Chaque soir, nous nous appelions en vidéo, partageant de petites histoires quotidiennes. Rachel soupirait souvent doucement, la voix fatiguée mais chaleureuse. Longue journée de travail. Je suis épuisé, mes pensées à toi apaisent tout. J'ai souri à travers l'écran, répondant lentement et sincèrement. Pareil ici. Peu importe la longueur de la journée, entendre ta voix me fait me sentir bien. Pourtant, l'anxiété s'insinuait encore comme une ombre implacable. Ferait-il quelque chose de plus extrême? Un soir, en quittant le parking, j'ai senti qu'on me suivait, le cœur battant à toute vitesse tout le long du chemin, mais j'ai réalisé que c'était juste une peur amplifiée par un stress prolongé. Cette nuit-là, j'ai rêvé qu'il traînait Rachel au milieu de cris chaotiques pendant que je poursuivais désespérément, appelant son nom d'une voix rauque. Je me suis réveillé en haletant, trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Sans réfléchir, je l'ai appelée immédiatement. « Rachel, ça va? Je viens de me réveiller. Je suis tellement inquiet. » De l'autre côté, elle a ri doucement, la voix étrangement douce. « Tu t'inquiètes trop. Je vais bien. Je suis en sécurité ici. »
Rien que d'entendre ça a apaisé mon malaise. À ce moment-là, j'ai compris que même si la tempête n'était peut-être pas complètement terminée, nous avions appris à rester fermes ensemble, tranquillement. Juste assez de confiance pour rester. Nos sentiments se sont approfondis. Plus seulement du réconfort ou de la douleur partagée. Au début, nous étions deux personnes blessées se cherchant l'une l'autre. Mais le temps a transformé cela en un choix clair et responsable pour tous les deux. Rachel a déménagé à Pittsburgh après quelques mois, louant à proximité, travaillant dans une petite entreprise. Nous nous sommes vus davantage. Des promenades au bord de la rivière, la cuisine le week-end, le partage des secrets les plus profonds. Après mûre délibération, de longues nuits à discuter de la pression sociale, de la famille, nous avons décidé de nous marier, sans nous presser, mais sans plus tarder. Un soir, au bord de la rivière, au coucher du soleil, je me suis agenouillé. Rachel, je ne peux pas te promettre une vie parfaite, mais je promets de rester, de te protéger et de ne jamais te laisser affronter les choses seule. Épouse-moi. Elle a pleuré de joie. Oui, je veux être avec toi, que ce soit dans le calme ou dans la tempête. Une bague simple, pas de diamant flashy, mais pleine de sens. Nous avons planifié discrètement, évitant le bruit qui pourrait raviver de vieilles rumeurs. En le disant à maman, Eleanor n'a pas pu cacher sa joie, comme si elle était soulagée après tout ce que j'avais enduré. Elle m'a tenu la main, me regardant dans les yeux lentement. Mon fils, je te vois vraiment heureux. C'est assez. Puis a serré Rachel doucement dans ses bras. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas une invitée. Tu es de la famille. Maman a aidé pour tout, cousant même à la main à Rachel une robe de mariée simple mais élégante, pleine d'amour. En contraste frappant, la famille de Rachel s'est détournée de manière décisive. Harold a appelé, la voix froide et dure. Rachel, si tu l'épouses, je te déshérite. Joyce a sangloté désespérément. Tu as trahi la famille. Ces mots ont profondément blessé Rachel. Elle a pleuré en silence de nombreuses nuits, chuchotant dans mes bras, j'ai perdu ma famille. Je l'ai serré fort dans mes bras, disant doucement mais fermement, tu m'as toujours, et tu as maman. Pourtant, l'anxiété montait. Saboterait-il le mariage? Finalement, nous avons changé de lieu et gardé tout secret, optant pour une cérémonie tranquille. Fidèle à la façon dont nous avions choisi cette vie ensemble. Le mariage a été solennel mais simple, sans extravagance. Seule maman, quelques amis proches de l'usine, des collègues compréhensifs, moins de 20 personnes. Nous avons choisi une petite église à la périphérie de Pittsburgh où papa priait autrefois. Rachel était radieuse en blanc simple, les cheveux relevés, tenant des lys. Moi, en costume noir, le cœur battant en la voyant entrer. Tout au long, j'ai tenu fermement la main de Rachel, un vœu silencieux de protection, de confiance et de non-retour. Nous avons échangé des anneaux, nous nous sommes embrassés sous de doux applaudissements. Maman a pleuré de joie. Papa au ciel vous bénirait. Après avoir épousé Rachel, nous avons construit une nouvelle vie, sans compter sur l'éclat ou l'approbation extérieure. Nous avons évité les réseaux sociaux, pas de photos, vivant en privé. J'ai acheté un appartement modeste pour notre petite famille. 2 chambres, une cuisine spacieuse, un balcon donnant sur un parc. Tout est simple mais sûr. Des murs blancs, de vieux meubles de maman, mais confortables. Rachel a décoré. J'aime ça comme ça. Pas besoin de beaucoup. Juste se sentir en sécurité suffit. Nous avons cuisiné ensemble, regardé des films, le soir, partagé nos journées de travail. J'ai utilisé l'expérience accumulée pour ouvrir un petit atelier spécialisé dans la réparation de machines en acier, indépendant de l'ancienne usine. Je veux une autonomie financière, ai-je dit à Rachel. Elle a soutenu. Je t'aiderai. Petite boutique en périphérie, peu d'employés, mais j'ai travaillé dur de l'aube au crépuscule, voyant cela comme la maîtrise de ma propre vie. Les revenus initiaux étaient faibles mais stables, et je me sentais libre. Pas de fardeau passé. La vie s'est écoulée paisiblement. J'ai vécu avec Rachel dans la tranquillité. J'ai cru que je ne la retrouverais jamais. Les matins au réveil. On s'embrassait. Elle préparait le café. Passe une bonne journée. Je rentrais à la maison pour son sourire. J'ai préparé ton plat préféré. De petites joies, des promenades dans le parc, des visites le week-end chez maman le jour de l'anniversaire de la mort de papa. 1 an plus tard, une journée glaciale à Pittsburgh.
Moi, Rachel et Eleanor sommes allés au cimetière. Nous avons roulé en silence, le vent froid par la fenêtre. Debout tranquillement devant la tombe de William, des lys blancs posés, j'ai chuchoté, « Papa, j'ai appris à vivre sans me perdre. » Rachel m'a tenu la main. Maman a essuyé des larmes. Réfléchissant à tout, les funérailles, le testament, la trahison, le divorce, le nouvel amour. J'ai compris que l'argent expose les cœurs, mais que seules les limites et le courage préservent la dignité et le bonheur. Ton père doit être en paix. Tu as vécu comme il l'a enseigné, a dit Rachel. J'ai réalisé que la famille ne devrait jamais être un endroit où l'on endure, tolère ou échange son respect de soi contre l'acceptation. La vraie famille est là où vous êtes entendu, respecté, protégé même aux plus faibles. J'ai autrefois confondu le devoir avec le sacrifice aveugle, la parenté avec le contrôle. Mais après tout, je savais que le véritable amour ne diminue pas, mais vous aide à vous tenir plus droit dans votre propre vie. Nous avons quitté le cimetière en silence, tous les trois marchant lentement dans le vent froid, plus de mots, mais sentant une paix tranquille se répandre. Le passé est resté avec ses pertes, ses trahisons, sa douleur, mais plus de blessures douloureuses. Il est devenu une partie de ma vie, une leçon profonde me rappelant de vivre plus gentiment, plus sagement, plus fort sur les chemins à venir.